les organisateurs de ce colloque sur Deleuze, Christophe Lugac en particulier, me demande de remonter le sillage de ce que j'ai fait depuis mon premier livre sur Deleuze. Deleuze, au moment de nos premiers échanges, m'incitait à changer la manière habituelle de travailler sur un auteur. Je le cite dans une lettre qui m'était adressée. Ne pourriez-vous pas prendre un sujet où mon travail vous servirait, moi, qui n'aurait pas directement un rapport à moi, fin de citation. Qui n'aurait donc pas directement un rapport à moi. Je n'avais pas compris d'emblée ce qu'il fallait entendre par là, ayant plutôt le goût d'une thèse classique. Sans doute en prenant au sérieux cette autre remarque qu'il devait me confier, assez étonnante pour moi à l'époque, je me sens un philosophe très classique, disait-il. Peut-être tenait-il à me dire qu'une œuvre, même classique, aussi classique soit-elle, n'existe jamais dans ses commentaires. Elle n'existe qu'à revenir, et elle ne saurait revenir à l'identique, il est vrai, que par la manière de procéder propre à Deleuze, qui obéit en tout cas à une idée de la répétition qui n'est pas une restitution. La restitution joue sur des restes, des ruines peut-être. Le retour, au contraire, d'une œuvre tient non pas à des restes, mais à des prolégomènes plutôt vitaux, des germes peut-être même, qui n'étaient pas nécessairement, ou peut-être des virus d'ailleurs, qui n'étaient pas nécessairement empruntés, mais qui persistaient ou insistaient dans l'actualisation d'un parcours. Chose que Deleuze définit d'ailleurs par l'idée de formule au moment de lire Kant dans un petit texte sur 4 formules poétiques qui pourraient résumer la philosophie kantienne, c'est le titre de ce petit article, et qui sont bien sûr tout à fait extérieures à l'œuvre, s'agissant de Shakespeare, de Rimbaud, Kafka, pour réaliser des boutures, des croisements qui pourraient surprendre par la génération d'un monstre inédit. Une idée qui impliquait d'autres dispositifs que ceux de l'interprétation, comme on le voit également d'ailleurs pour son livre très beau livre d'ailleurs sur Leibniz, relatif au pli. Personne avant Deleuze n'aurait eu l'idée de lire Leibniz dans ses plis. Je ne crois pas qu'au demeurant, une herméneutique deleuzienne soit possible. Une œuvre vide et reprise qui la relance plus que des commentaires, des interprétations, qui la figerait dans l'exactitude d'une vérité supposée. Et sans doute, l'auteur lui-même, au moment d'écrire son texte, est pris dans des hésitations, il est pris en suspens devant son écriture, devant le texte qu'il constitue de manière parfois hasardeuse, suspension du problème. Une incertitude qui trace aussi le champ d'une question, la virtualité, ou le précurseur sombre, disait souvent Deleuze, qui trace la ligne intense de son image de la pensée, du moins de ces pixels qu'on peut distribuer, redistribuer selon un portrait inédit. Pour lire Deleuze, il me fallait donc procéder autrement que par la voie du commentaire. Il fallait sans cesse changer de terrain, retrouver des ouvertures au sein de l'écrit que Deleuze n'a pas forcément actualisé, si je puis dire, retrouver son image virtuelle d'une certaine manière. Et c'est donc scrupuleusement ce que j'ai fait, et qui n'était pas chose facile du reste, parce que ces écarts m'envoyaient promener dans des zones d'inconfort. Le Moyen-Âge avec Ossuaire, le perspectivisme accéléré avec Van Gogh, une nouvelle immanence avec Plurivert, un intérêt en tout cas tourné vers le monstrueux, pour autant que le monstrueux n'est pas une représentation de ce qui est, ou il s'agirait plutôt d'un déplacement.
Le monstre montre bien quelque chose comme comme la ligne d'un navire. C'est pas une démonstration, c'est une autre monstration, le monstre, hein. Il est d'abord, à cet égard, ce qui se montre comme une difficulté. Un impossible, sauf à changer de terrain. Quelque chose de périphérique, d'anormal ou d'anormal peut-être, et qui puisse produire une espèce de supplément de l'œuvre, une bifurcation qui reprenne ailleurs, sur un tout autre terrain, les conditions même de sa répétition. Hors la norme, hors la loi, la règle se trouve toujours prescrite, toujours déjà prescrite, ce qui se nommerait peut-être une horde. La horde étant un ensemble qui se produit dehors, horde au sens de se placer hors de soi, hors de tout. Comme le signale du reste le beau titre, la horde du contrevent de Damasio, que je salue au passage. Toute horde exigeant cette figure de l'écart, du monstrueux, de ce qui expérimente la limite, sans doute sous d'autres traits, d'autres agencements, capable aussi de survivre sous de nouvelles conditions d'existence. Bon, alors le monstre n'est pas inconsistant comme le spectre, il erre plutôt dans l'espace comme une forme d'impossibilité, contrariété, une espèce d'ombre de soi, placée dans un inconfort absolu, peut-être une inadaptation qui en fait presque, peut-être, oui, une loque, un simulacre, pour se révéler en premier lieu à travers peut-être les handicaps de son corps sans organes, défaillant toujours à sa place, évidemment, voire, comme dirait Borges, sous la figure d'une imposture. C'est d'ailleurs le sujet du beau livre de Mary Shelley sur Frankenstein, femme remarquable, un roman que j'avais croisé avec Alien et qui déplace le regard de la théologie vers le mal, qui constitue comme l'ombre de Dieu. Alors, il suffit en tout cas que naisse de toute autre condition, un changement de terrain soudain pour que se produisent des croisements inattendus, des retours efficients. Alors, le même dispositif éthologique ou le même concept pourront se révéler d'après de nouvelles déterminations dans un nouveau milieu, sur un nouveau terrain, un territoire, le long d'une déterritorialisation, justement ça, le concept de Levian, de déterritorialisation qui révèle des capacités de survie plus intenses que ceux qui passaient pour normal. Alors il y a eu de ma part des déplacements de ce genre, plusieurs livres récents, disons, de maturité, si on tient compte de mon âge, de livres qui ne sont plus ceux d'un jeune homme en tout cas, et qui ne sont pas explicitement deleuziens. Mais chacune de leurs propositions, leur titre même, faudrait-il dire, résonne toujours comme des visées minoritaires, des rapports minoritaires, pour reprendre le titre de la nouvelle de Philippe Cadic, une nouvelle qui est ourdie dans des zones étranges en regard de l'avenir. Un rapport minoritaire qui tienne de la troisième synthèse du temps, telle qu'elle est abordée par Deleuze dans Différence et répétition, celle du retour dans lequel le passé lui-même apparaît comme suspendu sous sa splendeur, dans la forme de sa pureté, jamais vécu bien sûr, un passé qui est purement accessible à la contemplation, immobilisé dans une image autant que dans un instant de son temps mort. Une zone qui, en tout cas, oui, se tient en marge de la philosophie, mais comme un espace de confrontation capable de la relancer. La science-fiction, à cet égard, pour moi en tout cas, constitue, et pour d'autres, un objet que bien des amis philosophes ne reconnaissent pas nécessairement comme une occupation digne de sérieux, digne de rencontre, pas plus que ne leur conviendrait l'univers de la bande dessinée qui devait me préoccuper
parti évidemment à la rencontre d'un public très, très différent qui n'était pas spécifiquement universitaire. Alors, comment ne pas poser la question de l'agencement lorsqu'une planche, la planche de la BD, vous ouvre un champ de cases toutes dissemblables avec un interstice étrange à franchir que ne connaissait ni le théâtre ni le cinéma. Voici en tout cas que l'objet tant décrié, qui passerait par les lianes d'une jungle autant que par la vitre des immeubles à franchir, repose le principe de l'association. Et par là nous force à penser, à repenser le problème de l'association. Comment du coup associer? Hume avait évidemment rencontré ce type de problème dans l'idée même d'expérience. Il s'agit là d'une époque qui avait tout misé sur la raison, enfin le XVIIe siècle de la raison. La déduction y était extrêmement puissante dans des synthèses qui se feraient a priori. Mais comme le montre Hume, un peu plus tard, donc au XVIIIe siècle, on n'associe pas de la même manière dans une démonstration que dans une expérience. Au point que Hume va inventer un type de texte, enfin de livre, qu'on appelle des enquêtes. Il va entrer dans une enquête sur l'entendement humain, dès lors que l'expérience est celle de l'événement. Imprévisible, au sens où la déduction ne rendrait pas compte, monstrueux peut-être, monstrueux en son genre du moins. L'expérience étant ici en rapport avec le péril et le périr, comme le dit souvent l'étymologie du mot expériri, d'où l'on dérive le périphérique, le péripathétique, le périlleux autant que le périr, voire même le pirate en tant que pératesse, où l'expérimentation est effectivement à son comble. Alors jamais, en tout cas avant Hume, les philosophes ne faisaient des enquêtes. Ils se mettaient en quête comme ça. Bien sûr que la question était là, mais elle était résolue. Donc l'enquête, c'est quand la question n'est pas résolue. Alors, on peut pousser un peu plus loin la question des agencements et se demander si les trois principes d'association que Hume avait repérés, à savoir la ressemblance, la contiguïté et la causalité, donc on pourrait se demander si ces trois principes suffirait à rendre compte du jeu des cases affectant la planche de la bande dessinée. Ne fallait-il pas une sémiotique singulière pour entrer dans les images que superpose la bande dessinée? Bon, Deleuze avait largement posé cette question pour le cinéma. Mais le roman graphique, c'est encore un autre monde dans lequel le cinéma va chercher souvent de l'aide, des esquisses pour réaliser le contexte, le décor, l'ambiance de ses montages. Le mouvement, on le voit ici, le débordement de toutes ces phases ne se produisent pas, en tout cas, de la même manière qu'au cinéma. Et donc, soudainement, des objets nouveaux, des objets en contrevent s'imposent à nous, qui ne doivent rien, évidemment, à des études universaires, du moins pour le moment. Le cinéma ayant évidemment connu des approches dignes de ce nom, mais on est ici devant des formes d'expression. Est-ce qu'elles sont populaires? Est-ce qu'elles sont redevables de ce qu'on pourrait nommer pop philosophie? N'est pas certain que ces régimes de signes là que j'évoque à l'instant soient finalement bien accueillis par un public, ou qu'ils soient si populaires. Le peuple souvent manque cruellement. C'est Van Gogh qui le dit à un moment, lui qui voulait s'adresser au peuple, mais sans avoir eu jamais la moindre reconnaissance. Alors, y jeter de la soupe ne signifie pas évidemment qu'elle soit devenue populaire pour autant. Il semble que sous cette défaillance populaire, que l'œuvre de Dick tout autant que celle de Kafka, oui, d'ailleurs, ont beaucoup voyagé avant leur reconnaissance tardive. Au seuil de la mort, Dick n'a pas eu le bonheur de voir le film de Ridley Scott, Blade Runner, qui le fit reconnaître dans l'espace d'abord étroit de la contre-culture.
Un film qui d'ailleurs n'a pas beaucoup eu d'écho. Hein. Au départ, il n'y a pas eu de succès en salle. L'incompréhension du sujet avait été quand même patente. Mais le film, au croisement de la littérature, de la BD, de la SF, il renaît plusieurs fois comme en supplément, enfin une espèce de retour, là, d'éternel retour, de manière différée à travers sa reprise en vidéo, d'abord, puis en DVD, pour exploser en plein vol autour de 3 fins différentes qui font entièrement partie de l'œuvre, de sa virtualité. 3 avenirs pour une œuvre dont la synthèse du temps est comme en perpétuelle lévitation. Alors, un film plein d'avenir, par conséquent, jeune, amplifiant du moins la résonance rimbaldienne de la saison, d'une saison en enfer. La répétition, la réplication, la mutation qui font le monstrueux, bien sûr, il découvre en tout cas une marge d'accueil, en même temps qu'un espace de création bien en avance sur un temps. Qui ne soit pas qui ne sait pas, à ce temps, l'histoire ne sait jamais trop comment accueillir ces aliens transhistoriques. Il y a bon dans tout un plurivers exploré de manière de plus en plus systématique par la ligne tératologique de mes visites en enfer. C'était en tout cas la promesse de ma lecture que j'ai cherché à tenir. Le mot contemporain, au lieu de populaire, au lieu de pop philosophie, veut peut-être dire une telle promesse contemporain, contemporelle, réunion de temps qui ne battent pas sur le même rythme, à l'image de certains groupes de la même époque, si je me réfère à Philippe Cadic, des groupes comme Clash, les Clash, au nom d'une visée cyberpunk, aujourd'hui éventée bien sûr, mais peut-être encore Vangelis, même si Pink Floyd avait sans doute été pressenti pour en creuser l'ambiance. Ambiance futuriste ou rétro-futuriste par certains aspects. Ce qui nous intéresse en tout cela, ce n'est pas la manière pour une œuvre de finir dans l'histoire, évidemment, de s'y abîmer ou de s'y encroûter, de s'y achever. On achève bien les chevaux, mais l'un d'entre eux toujours sort du sérail pour faire figure d'outsider, ou encore de licorne, si je me rappelle la scène de l'origami dans le film de Ridley Scott. Pour ce qui relève mon travail sur la bande dessinée, on n'est pas dans le même champ, mais on ne peut pas dire que le genre soit accueilli comme un art exceptionnel. Ou si c'est un art, ce sera le 9e. Donc le dernier, dans l'esprit noble des études philosophiques, avec tout ce que cette posture du dernier venu compte parfois de péjoratif. Le dernier est souvent confondu avec la figure du cancre, et l'invasion de la BD en librairie ne concerne pas du tout le genre marginal qui était initié par Métal Hurlant. Hein. C'était quand même aussi au départ une expérience qui a œuvré dans les marges. L'œuvre de Giraud, alias Möbius, qui fait partie de ce style, et notamment son engouement pour le western, trouve en France un accueil souvent douteux qui est loin de rivaliser avec Astérix ou La Gaffe. Alors, prendre par la bande, c'est une chose assez rare, me semble-t-il, et en tout cas loin d'être populaire. Hein. Il s'agit exactement, par le jeu de la planche, des cases, d'une nouvelle image mouvement, manière de repenser le rapport de l'action et de la contemplation dans un prolongement de Deleuze pour une pensée de l'image, une pensée qui cherche de nouvelles voies depuis Bergson, mais que Hegel avait le premier creusé dans son esthétique. Je le dis parce que les premières pages du livre de Hegel, qui font plus de 2000 feuillets d'ailleurs, les premières pages écrites par un philosophe qui a été penché sur la logique, hein, se sent soudainement dans l'obligation de justifier ce choix d'un travail qui sera forcément mal vu, l'œuvre d'art n'ayant à l'époque de Hegel que très peu de place dans le discours philosophique. L'action
avec laquelle on confond l'image, en tout cas, aura connu, ou l'illustration aussi d'une certaine manière. L'illustratif, le régime de l'action également, donc ont connu un rejet massif récemment dans la littérature française, et sans doute la chute de la poésie est liée peut-être à ce choix, au même titre que cessent les illustrations en vogue à la fin du 19e dans les très beaux livres de la littérature. L'effondrement de l'action va sans doute de pair avec celle de la contemplation, et c'est dans l'abandon de l'action, dans ce coin-là, dans ce rejet de l'action autant que de l'image figurative, que la BD, dans les années 70, c'est dans ce coin qu'elle aura trouvé sa ligne de mutation, en gagnant ainsi un développement tout à fait inespéré. Vers quelles frontières l'action est capable de nous mener, dans quel paysage, sans doute irrespirable. N'est-ce pas elle qui se glisse au cœur de l'impossible pour poursuivre des conditions vitales que ne connaissait pas, me semble-t-il, le nouveau roman. C'est que l'action ne va pas en ligne droite vers une finalité clairement établie. Elle se poursuit surtout sur une ligne frénétique, une ligne une ligne de fuite. On ne fuit pas comme ça. Hein, je veux dire, il faut quand même bouger. Hein. Une ligne qui conduit vers quoi? Au maximum, à une limite sur laquelle tout bascule. Tout bascule dans l'impensable et le monstrueux. C'est évidemment le cas de Jiro Möbius à propos de l'Incal. C'est vrai d'Alien autant que de Blade Runner, liés au même destin funeste. Hein. Alors, se donne à penser sur cette frontière une forme d'action qui a besoin de l'impossible, du grand danger pour atteindre la surface argentique qui caractérise la contemplation. Un horizon à partir duquel rien ne sera plus comme avant, où le temps entre autrement en scène, autrement que selon la ressemblance, selon la contiguïté ou la causalité. Synthèse de l'avenir, dirait Deleuze dans Différence et répétition, une synthèse de l'avenir qui esquisse le retour de quelque chose qui n'était pas vraiment advenu, de quelque chose qui n'était pas actuel, mais que l'action monstrueuse permet de relancer, de réaliser, sur un autre terrain, justement, dans une autre forme d'adaptation, si on peut parler, par exemple, de l'adaptation sur le plan de l'adaptation cinématographique, autant que virale. C'est donc dans cette littérature mineure qui caractérise mon rapport à Deleuze, peut-être, pour faire découvrir des zones nouvelles, pour y pratiquer une philosophie qui entre en rapport avec mes propres expériences vitales. Cette littérature mineure, en tout cas, qui a ouvert le fil comme ça d'un parcours dont la terminaison n'est effectivement jamais donnée. Notamment une investigation de l'image et de la fiction qui ne doit pas grand-chose aux études universitaires, en tout cas, ni à ce qu'on pourrait appeler peut-être une philosophie populaire. Bon, ni même seulement deleuzienne, mais on ne peut pas faire du Deleuze à la place de Deleuze, vous m'entendez bien. Mais en conservant ce geste proprement transgressif qui le caractérise, cette mutation, en ce sens qu'une mutation cherche dans l'impossible, dans la difficulté de penser. Peut-être c'est ça le concept qui m'a le plus intrigué chez Deleuze, la difficulté de penser. Qui cherche donc là-dedans les conditions d'une survie, d'une vie par-delà la vie, l'image étant, d'une certaine manière, la matière et le réceptacle de cette expérimentation périlleuse qui fait l'expérience de la surexistence, un motif essentiel de la science-fiction. Et c'est déjà dans Différence et répétition que Deleuze déploie cette forme d'action qui se maximise, une action qui trouve dans la passivité aussi, bien sûr, certains moments extrêmes, extatiques, passifs dans un passé pur. Le passif et le passé, c'était évidemment ici quelque chose d'assez lié, le passif et le passé. Passé pur qui ne s'est pas encore révélé et qui attend de l'avenir son retour. Un décalage qui est celui du monstre, qui revient de l'avenir. Et dans certaines conditions, cette inactualité de l'action mène devant ce qui est trop grand pour le schéma sensorimoteur caractérisant l'organisme,
l'organisme constitué, et un événement trop puissant pour le corps, comme s'il fallait renouer avec un corps sans organes, un corps sans organes capable d'entrer dans le sublime qui terrasse nos facultés et qui puisse nous amener à expérimenter l'enquête, enfin, dans les ressources inaccomplies du passé, des forces du passé qui ne sont pas encore individuées ou rassurantes, constituées en tant que retombées dans l'histoire. Une dimension pré-individuelle requise par l'action et que la littérature explore, en particulier la littérature de science-fiction. Voici en tout cas une littérature sub-représentative, si je puis dire, sub-représentative dans la mesure où ce qu'elle va chercher ne rentre pas du tout dans les catégories de ce qui est connu, de ce que le bon sens est capable de gérer, de ce que le sens commun serait en mesure d'assumer. Je cite Deleuze, un passage extrait de la page 61 de Différences et répétitions qui pourrait assez bien exprimer cette transgression des catégories de la représentation sous les conditions de l'extrême, du maximum, de la maximisation même, dit-il. Alors, c'est dans le tout premier chapitre du livre. Voici la formule. Quand la représentation trouve en soi l'infini, elle apparaît comme représentation orgique et non plus organique. Elle découvre en soi le tumulte, l'inquiétude et la passion sous le calme apparent ou les limites de l'organisé. Elle retrouve le monstre. Fin de citation. Passion et monstre, les deux mots qui nous retiendront. La passion ici, c'est évidemment ce qui est subi, ce qui m'affecte sans que je puisse en revendiquer la provenance. Mais c'est encore ce qui ne trouvera pas dans le temps présent la possibilité de se réaliser, qui attend tapis comme ça, à la fois dans un passé pur, attendons quoi de l'avenir, un retour inespéré, un choc même. Plus qu'une simple réceptivité. Ce n'est pas une sensation, en tout cas, que je recevrai comme quelque chose qui m'affecterait à la manière de l'esthétique kantienne, pour dire notre finitude. Il s'agit bien mieux de ce qui vient détruire toutes nos assurances déjà constituées, tous les préjugés qui nous font poursuivre une origine, un fondement de ce que nous avons le droit, de ce que nous aurions le droit légitime de percevoir. Il n'y a des passions en ce sens que pour percevoir tout autrement le passé, le présent et l'avenir, pour nous emporter, nous conduire vers vers ce mot de Deleuze, vers l'effondrement. Mot de Deleuze pour dire aussi l'effondrement. Alors, l'action évidemment se met en branle pour extraire du passé ce qu'on n'avait pas vu, ce qui avait besoin de l'avenir pour surgir dans d'autres conditions et sous un autre profil d'une certaine manière. En tout cas, le monstre dont parle Deleuze dans cette formule, ce n'est pas l'infini tel que Descartes déjà devait l'introduire dans la pensée selon l'idée de Dieu. L'infini était pour lui le signe de quelque chose, pour Descartes, qui déborde mon intériorité et qui corrode le solipsisme de la conscience. Dans le fil des méditations métaphysiques de Descartes, toutes les idées, j'aurais, à la rigueur, pu les produire moi-même, toutes, sauf celle de Dieu qui me déborde, altérité et altération radicale qui épuise mon pouvoir de penser. En tant qu'être fini, l'homme ne peut pas avoir l'idée de Dieu comme quelque chose qu'il serait capable de penser par lui-même. Elle le déborde, le laisse idiot de partout, comme cet infini qui témoigne de l'existence d'un autre en moi, hors de moi. Et c'est précisément ce moi fêlé que les récits de science-fiction dégagent au sein de toute conscience, le monstre que personne n'attendait, l'alien qu'aucune conscience ne saurait intérioriser et réaliser comme sa part intentionnelle. Le monstre ne saurait être le corrélat de ma représentation, ni ce qu'elle est capable de constituer intentionnellement. Là, il y a un vent qui vient souffler du dehors, un démon que Deleuze localise dans différences et répétitions sous le nom de l'extrême, de ce qui revient sur un mode extrémal, donc toujours périphérique, nécessitant une expérience. Ce sont tous les romans de la SF que j'ai abordés dans Logique de la science-fiction sous le registre de cette enquête-là. Cette enquête qui nous avait poussé vers l'hyperespace, vers l'extrême, comme vers quelque chose qui relève de la forme du vaisseau spatial, de la nuit à traverser sans fin,
Bon, cette forme d'expatriation, évidemment, ne suffit pas. Le point de bascule, me semble-t-il, apparaît peut-être déjà dans Stalker, quand l'extrême est près de chez vous, hein, dans le jardin, et que devient un lieu comme ça, commun d'ailleurs, qu'on ne traverse plus, sans convoquer des synthèses passives, épouvantables, une extrême lenteur, pour contourner un mètre carré de gazon, pour longer pardon, un trou de top, ou un mètre carré, là, qui nous met en péril, au risque de notre vie. Ce n'est pas à l'autre bout du monde que se trouve l'intrus, c'est dans la tondeuse à gazon. Bon, c'est dans notre jardin, avec quelque chose de nos puissances qui est tout à fait au-dessus de nos forces. Alors, ce retournement de la SF me semble se produire avec plus de panache sans doute encore dans Solaris, de Stanislas Lem. C'est un énorme roman de science-fiction qui correspond à ce débordement de nos facultés. C'est un roman que Lem engage de manière tout à fait déroutante. On pourrait presque ici se contenter d'en reprendre l'intrigue pour en pressentir et en éprouver les dangers tenaces. C'est plus seulement un voyage dans l'espace, hein, un voyage intersidéral. C'était le premier mouvement peut-être du genre de la SF, mais un voyage en soi-même, une espèce de huis clos qui fait exploser les unités de temps, de lieu, d'action caractéristiques du théâtre classique. Solaris, comme un autre roman, hein, Taux Zéro, de Poul Anderson. Taux Zéro, oui, c'est un grand truc, hein. Donc Solaris et ce roman-là entre dans une espèce de voyage en soi, vers une zone transcendantale dans laquelle le sujet puise sa constitution en éprouvant les limites de son propre pouvoir, son impuissance d'une certaine façon. Il n'y a encore aucune unité qui intervienne à ce niveau de plongée, dans cet abysse qui déroge à toute intentionnalité. Règne dans ce huis clos une forme de répétition difficile à ranger sous l'autorité de la conscience. Répétition qui mène l'action hors d'elle-même, au point de bascule, là. Mais un point de bascule qui fait sa contemplation, qui amorce la contemplation de ce qui déborde et vaut pour la forme du monstrueux, de l'infini qui rôde, de l'alien qui s'introduit dans la conscience sans qu'elle en soit en aucune façon l'auteur, ni même la force capable de produire cette échappée ou d'en rendre compte. Une répétition du spectre, comme dans Hamlet, mais dont le fantôme n'est ni une hallucination, ni une vision qui serait de l'ordre de la représentation. Le fantôme y insiste comme un événement absolument autre, qui vient terrasser le moi et faire sortir le temps de ses gonds. Encore s'agit-il d'un fantôme dans Solaris? Je ne sais pas. Faudrait voir. En tout cas, je n'aurai pas le temps de le déployer ici, mais au bord du vaisseau, on trouve toute une archive, autant d'études sur le système de Solaris. Il s'agit d'un corps céleste, d'un astre assez étrange que seul l'éternel retour apparaît comme cette force centrifuge qui va approfondir sa présence. Sous la présence de Solaris, la pensée se trouve réorientée en direction de l'âme du monde, et puis dans cette âme, ce sont des revenants qui partout entrent en scène, par les bords, par les côtés, comme si la mémoire était une matière, que la matière elle-même n'était en son fond qu'une image, un ensemble d'images, et que ces images prennent corps, parce que Bergson avait thématisé dans son livre si étrange, si anti-cartésien, qui porte le titre de Matière et mémoire, dont Deleuze évidemment a tout dit. Alors, à la différence de Descartes, en effet, Bergson trouve dans l'image quelque chose d'autre qu'une représentation. Elle n'est plus ce que le sujet représente dans son imaginaire. Elle est l'imagination du monde lui-même, l'imagement sans quoi il n'y aurait pas de matière. Ce n'est pas un contenu de pensée, comme chez Descartes, qui fait de Dieu la seule image que je n'ai pas pu produire. C'est tout l'inverse, c'est l'image qui fait la matière, c'est elle qui va nous conduire vers l'incorporation, vers l'extrémité, vers l'extrémité qui en moi en appelle à un autre, à un monstre capable de rendre compte de toutes les mutations,
de tous les mouvements de l'être. Et c'est bien ce qui se produit dans le roman Solaris. Des pages sublimes là-dedans, hein, une espèce de réécriture des méditations métaphysiques de Descartes, autrement éprouvé encore que dans l'œuvre de Dick, où Rick Descartes est cette fois-ci invoqué sans détour comme le simulacre de René Descartes. J'avais fait une analyse précise de ce versant de l'œuvre de Dick à propos de Ridley Scott, philosophe du monstrueux, philosophie du monstrueux, qui entre dans le rapport du film au roman et tout l'apport de l'image dans les deux cas. L'œuvre de Solaris n'a pas trouvé encore chez moi sa véritable réécriture logique de la science-fiction s'étant arrêtée en effet à taux zéro de Poul Anderson comme un des récits les plus significatifs du genre, que je vous invite à lire d'ailleurs, et qui se laissait déborder par l'infini, par la texture du monstrueux. Je voudrais simplement profiter de l'occasion, pour finir, qui m'est donnée par les organisateurs du colloque, pour indiquer quelques pistes de lecture concernant cette déconstitution de la représentation, des constructions que Solaris introduit dans l'époque, dans l'ère du temps, qui nous caractérisait, du moins. Aujourd'hui, le retour de la morale nous fait pencher vers autre chose. Mais en tout cas, c'est un autre vent de liberté encore qui soufflait dans Solaris, une autre vision, une autre contemplation pour trouver dans la passion un régime d'action capable d'aller au bout de soi. Là, on traverse un espace qui inverse le rapport imagination-réalité. Hein. C'est soudain le rêve. C'est le rêve qui fait irruption totale au sein du réel. L'être étant destitué par une apparence bien plus dense, notamment sous les traits d'une femme défunte, une femme qui refait irruption dans la vie mais matériellement, en chair, dans la vie de l'astronaute, étendu à côté de lui. Enfin, comment alors cette image ait pu se matérialiser? Voilà la question. Mais cette irruption matérialisée selon un corps de revenant absolument réel, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et d'une certaine manière, la réalité nous donne le sentiment ici d'être englobé par l'imaginaire ou par l'imagination comme un cas. La réalité devient un cas particulier de cette variété imageante. Même chose peut-être pour Joy, hein, dans Blade Runner 2049. C'est une image dont un répliquant tombe littéralement amoureux, une image qui se montre plus fidèle que n'importe quel humain. On comprend alors que le mot réalisme devient problématique et qu'on renoue autrement avec l'illusion. Il appartient à l'image, cette fois-ci, d'en décider, de délimiter ou transgresser ses propres frontières. Alors la BD, sous la houlette de Giraud, entre autres, pénètre dans des images de ce troisième genre, au-delà de l'image-mouvement comme premier genre ou de l'image-temps comme second genre. Image intuitive du troisième genre, prometteuse en monde, en paysage qui, peut-être d'une case à l'autre, s'authentifie chaque fois à travers des liens tout à fait spécifiques que j'ai cherché à établir. Peut-être pour dire avec Deleuze qu'on ne pense pas en soi abstraitement, qu'il n'y a pas du tout de pensée ou de manière de penser dont l'exactitude se suffirait une fois pour toutes, mais que bien mieux toute pensée réclame, dans sa difficulté même, des objets pour devenir réels, voire des illusions pour lui donner à légender d'autres dimensions. La BD constitue l'un de ces objets, comme le cinéma, pour un livre précédent, et la SF qui s'ingénie à renouer avec Hegel dans la logique de la science-fiction. Une pensée, en tout cas, qui ne peut se penser elle-même sans un monde. Alors, bien sûr, la perspective de la BD produit sa spécificité, et c'est même cette perspective que j'ai abordée, multipliée dans l'essai sur Jérôme Möbius, le hors-lieu, le nulle part, nous entraînons alors soudain vers la marge, le blanc qui sépare les images de la planche, pour en extraire de toutes nouvelles perspectives.